Mais vous n'êtes pas à la bonne place. Vous pouvez déjà aller vous mettre là. Bonsoir Nicolas Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Mathieu, que la Maison de la Poésie a le plaisir de recevoir, et moi avec, à l'occasion de la parution de son nouveau recueil, Le ciel ouvert, avec des dessins d'Aline Zalco, qui paraît chez Actes Sud. Son éditeur, Nicolas Mathieu, c'est Aux animaux la guerre, c'est Les enfants malgré eux, prix Goncourt, et c'est aussi Connemara, avec aussi des ouvrages pour la jeunesse qui ont jalonné ce parcours ces dernières années, qui étaient comme des échappées belles. On va en parler. Mais on avait envie de commencer cette soirée, cette rencontre avec vous tous, et merci d'être là si nombreux, par une lecture, par des extraits du ciel ouvert que Nicolas a accepté de porter dans sa voix. Donc c'est à vous et à tout de suite. Merci. Dans cette histoire, nous n'avons brûlé aucune étape. Se découvrir, se perdre, se maudire, nous rabibocher. Nos cœurs furent versatiles, nos heures comptées. Mais des chambres d'hôtel, des plages et des nappes de restaurants, nos maisons et des amis pourraient témoigner de nos plaisirs et de la joie malgré tout. Nous avons été jaloux, meurtris, maniganceurs et mal intentionnés. Nous avons beaucoup bu, beaucoup fait l'amour et peu dormi en définitive. Nous en avons aimé d'autres. Nous nous sommes souvent manqués. Pas mal de larmes, de rigolades, de sommiers maltraités, des textos par milliers dont il ne restera rien, des Noëls avec et sans, des vacances pareilles, du poids qu'on perd et qu'on reprend, des ultimatums et des promesses, tout l'éventail. Reste que nous avons vécu. Des dizaines de textes témoignent de ce sort magnétique, notre cours commun et assuré, ces droites adjacentes qui finalement ne se seront pas confondues. À tout relire, je retrouve la succession des saisons, la douleur et l'excitation des débuts, l'ennui du jour le jour, les tournées, les villes entrevues, quelques autres obsessions, la mer, le désespoir, le bonheur intenable, des dîners, nos enfants, la boisson, des gueules de bois, des heures au lit, et des heures à attendre, les étés revenus. À force, tout s'empile. Et dans ces blocs de phrases qui furent semés sur 5 ou 6 ans, où tout se répète jusqu'au vertige, je retrouve tout simplement nos vies et cette histoire qui de part en part les traverse. L'ensemble qui est notre douleur et fut notre occasion. Ces textes furent aussi écrits pour poursuivre cette guerre au cours des choses qui m'occupe depuis l'adolescence, en figeant le mouvement de l'horloge, en muant en mots l'infernal trafic de sentiments, d'impressions et d'images qui nous traversaient. Au fond, la vie est presque toujours au-dessus de nos forces. Et partant de là, écrire n'aura été pour moi que la tentative de tenir bon, de ralentir un peu l'imminence de la dernière vague. C'est bien ce geste que j'ai tenté, un jour après l'autre. Mais ce mouvement si personnel, je ne l'ai pas accompli dans le désert. Écrire est toujours revenu ici, à exprimer un sort qui ne m'appartenait pas en propre, à détourer dans la brume des situations et des affects une silhouette dans laquelle d'autres pourraient se retrouver. Une place qui serait aussi la leur, où ils auraient enfin les mots pour le dire. Une voix a toujours un devenir collectif, et en cela la littérature est fatalement politique. Voilà pourquoi cette histoire d'amour, si singulière et semblable aux autres, emporte avec elle une visée qui dépasse de beaucoup ses seuls protagonistes. Pas de ville assez grande. Il n'y a pas de ville assez grande pour ce matin. Le café avait pourtant le même goût que la veille. Par les fenêtres entr'ouvertes, les rues jouaient leur inlassable partition. Sur la nappe blanche, je comptais des miettes de pain. Il faisait chaud et mal, comme dans un roman de Marguerite Duras.
Et puis ton Uber est venu et c'était tout. Le reste n'est que la longue histoire du temps qui passe. Des rires et des engueulades, des douches tard dans la nuit, des yeux cernés, ton corps lourd comme une pâte, tes pieds qui cherchaient les miens. Chaque jour, nous menons nos carrières incertaines, nos vies de ficelle. Des maisons, des livres d'enfants, des dimanches gâtés par la pluie. Ce million d'heures de servitude au bureau ou au volant. Partout, il nous faut poursuivre ce labeur, ce désordre d'appétit, de hantises et de chiffres qui nous tient lieu de civilisation. Toi comme moi, nous refaisons à longueur de temps ce monde au bord du gouffre, un sourire aux lèvres, un œil sur nos écrans. Nous sommes malgré tout et malgré nous de cet empire de la vitesse et des petits arrangements. Et aucune ville n'est assez grande pour contenir ce matin lucide où j'ai perdu le refuge de ton cul et retrouvé le monde désolant. Je voudrais pour finir que tu sois laide et vieille et que nous ne soyons plus que ce miroitement d'œil dans la pénombre. Quand d'un murmure, tu disais « Viens ». Aucune ville ne peut contenir l'immensité de ton départ et le vide qui occupe maintenant ta place entre mes mains. Le grand matin. Parfois, je me réveille, je constate le vide à côté de moi et je pense à toi, précise dans ta cuisine. Le lait chaud, les tartines, France Inter, tes pieds nus sur le sol froid, tes cheveux vite noués, les enfants qui boivent leur chocolat. Je t'imagine, rapide comme un colibri, chaque chose à sa place, un monde à refaire à l'aube, l'école et les informations. Tu as déjà envie de fumer et tu regardes le jour qui se forme, le vaste ciel recommencer en buvant ton café. Ta moue de 7 heures, cet appétit d'exister qui est déjà là. Un petit garçon déchiffre la boîte de céréales, les chamailleries pour de faux. Il faut se presser. La salle de bain prise d'assaut, les petits mal fagotés, et toi, toujours pareil, heureuse, coriace, l'inverse d'une mère poule, et les mioches qui se débrouillent, un jour ils seront loin, et tu auras réussi. Parfois, je songe à ce grand bonheur de vivre qui ne te quitte pas. Et je me dis que tu es peut-être le grand matin de ma vie. Les rades. On trouvait dans chaque rue de cette ville, et plus largement dans tout le pays, des petits rades sans prétention, dont il aurait fallu faire l'histoire. Leur programme de zinc et de formica était simple, leur public bien connu. Chaque jour, ils offraient à une poignée d'hommes seuls, ruinés de travail ou mal mariés, le réconfort immédiat de leurs alcools jaunes. Les habitués, qu'on appelait par leur prénom, venaient là pour vider des demi de Stella, des Ricard et des Suze, faire passer l'amertume vague d'un lundi à petits coups de blanc. Avec ces torts sans façon, ils se payaient de leurs efforts, rémunéraient excessivement le mal qu'ils s'étaient donné à vivre encore. Mais le petit peuple des poivreaux n'avait pas l'exclusivité de ces refuges sous licence. Entre le flipper et le chiotte turc, on pouvait aussi trouver des salariés aux yeux cernés qui prenaient des cafés politiques, des filles éclatantes, révisant leurs cours à l'ombre d'un diabolo, ou deux touristes qui y espéraient en anglais un sandwich à la rosette. Parfois même, un cavalier King Charles tirant la langue sur le sol de mosaïque. Du matin jusque tard, le grand miroir Saint-Zano reflétait les mêmes processions de consommateurs, hagards ou rieurs, se désaltérant sans fin, tandis que le patron administrait avec mansuétude ses sujets de passage. Dans les grandes cités efficaces, les villages désertés, sous l'écrasement des tours de 30 étages, ces antres faisaient souvent figure de dernier rempart. Ils demeuraient là, au comptoir, dans la nuit, un peu de temps disponible, des miettes d'humanité
que la grande machine à réaliser des richesses avait négligé. Mais ces bulles se payaient au prix fort. Il fallait pour les maintenir à flot le sacrifice de milliers d'ivrognes qui donnaient leur vie pour assurer leur prospérité relative. Qui ferait cette histoire de soif et de ruine, le récit national des insomnies et des cervelles brûlées d'alcool? En attendant, arrimés à leur verre, des hommes au regard flou continuaient de boire, inlassables et émouvants. Chair à canon de cette guerre, que font au monde les débits de boissons. Des gens qui savent. Il y a des gens qui savent. Ils savent louer de grandes maisons au bord de la mer pour une bouchée de pain. Ils ont des trucs pour éviter les bouchons ou choisir un matelas, du Bourgogne ou un itinéraire plus rapide à travers cette ville qui est la leur. Ils savent boire et faire du ski, avoir des maîtresses, grimper les échelons, passer des coups de fil pour prendre des nouvelles et organiser ces longues tables autour desquelles s'épuisent des amitiés de 20 ans. Et puis on se tape dans le dos, rentrez bien, on remettra ça. Ils savent vivre. Ils en profitent. On les reconnaît à leurs gestes, des sourires, leur maison court des enfants. Plus tard, à la fin, ils laisseront des souvenirs, des clés dans des tiroirs, des disques durs pleins de photos, un sanglot sur un visage de femme. Moi, je ne sais rien, sauf que je t'ai perdu un jour de grand soleil. Tu criais dans une pièce blanche. Je pensais aux voisins, au scandale. Je voulais que tu te taises. Même là, je te trouvais belle. Je songeais à ceux qui savent et à la distance entre nous. Je voyais encore chaque ride, chaque détail, tes imperfections avec un plaisir d'amant. Je voyais ta longue robe et dedans, la forme faite pour mes mains. Je voyais tes semelles plates, tes yeux qui suppliaient, cette bouderie qui ne quitte jamais ta bouche, et d'un mot, je nous ai tués. Je ne sais toujours rien, même pas le regret. Le monde est un vaste spectacle où tu t'en vas. Je ne t'attends plus. Comme après un tremblement de terre, je redoute les répliques, la suite, la famine, les chiens errants, et dans les décombres, les restes déchiquetés du bonheur que j'avais presque connu avec toi. Nicolas Mathieu. Alors, ce sont des messages adressés à la femme aimée. Elle est libre de l'être, mais elle n'est pas libre de s'engager, en tout cas avec vous, au moment où cette histoire se vit, au présent. C'est une femme anonyme, mais c'est pas... c'est une femme anonyme pour nous, pas pour vous en réalité, puisque cette histoire, vous l'avez bien connue et vécue et que vous la racontez. Mais ça l'est quand même pour tous ceux qui ont vu ces messages publiés à ce moment-là sur Instagram, et aujourd'hui d'ailleurs pour les lecteurs de votre livre, puisque son nom n'est toujours pas révélé, le livre lui est pas dédié ou dédicacé. C'est une anonyme au regard de lecteurs inconnus, et c'est peut-être ça, alors non pas le paradoxe, mais aussi la curiosité de cette expérience littéraire à laquelle vous vous êtes prêté, technologique d'abord et littéraire, c'est d'écrire à propos d'une inconnue pour nous, à des inconnus également. Finalement, la seule personne qui est connue dans cette histoire et qui s'expose, c'est vous, réellement. Oui, j'ai très chaud là tout à coup. Déshabillez-vous, hein. On n'est plus à ça près. J'allais justement vous poser cette question. Est-ce que vous n'avez pas craint d'être impudique en racontant, en livrant ces fragments, peut-être à ciel ouvert, mais aussi dans un espace qui n'est pas toujours bienveillant, on le sait aussi. En parlant de cet espace, vous parlez des réseaux sociaux ou du livre ? livre ? Pour commencer, ouais. Dans le livre est beaucoup plus bienveillant, je pense. Je pense que écrire ces textes et les poster, ça constituait une impudeur et un risque, mais qui n'était pas si difficile à tenir parce qu'il y avait le texte qui était premier. C'est-à-dire que, quand même, écrivant cela,
Je cherchais le maximum de justesse. Je m'intéressais au style. Je pensais qu'en les lisant, les gens s'intéresseraient moins à moi qu'à ce que ça éveillait en eux. Donc on est protégé par ça. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite un effet miroir. Le plus dur, finalement, avec un texte comme celui-là, c'est après d'aller le défendre. C'est-à-dire de faire ce qu'on fait là. Parce que là, il y a les questions, et puis les gens peuvent s'intéresser effectivement au rapport entre le texte et la vie réelle, etc. Mais quand je postais sur Insta, et puis après quand on a décidé de faire ce livre, je me sentais abrité par une longue tradition d'exhibitionnisme littéraire. Qui existait avant vous, avec qui ? Tout le monde. Non, mais du coup, dans quelle ça tradition commence avec, vous écrivez ? avec Rousseau, chez les romantiques, c'est là tout le temps. Évidemment, l'amour fou, chez les surréalistes. C'est une affaire qui n'en finit pas, ça. Sans doute qu'on pourrait trouver des exemples bien avant. Des hommes et des femmes qui se sont servis des passions qui les traversaient pour produire de la littérature. Il y en a à foison, quoi. Donc c'est un exercice qui me semblait pas tellement périlleux à cet égard. Non, ce qui est dur après, c'est de défendre ça, un livre comme celui-là. Oh, y a pas tant... Là, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, non, à le défendre ou à le... Là, je sors d'une semaine de promotion, je frémissais un peu quand même. Hein. Ouais, ça va. On vous a posé des questions super indiscrètes ? Non, pas tant que ça, mais non, ça va. Mais jusqu'ici, j'ai écrit des romans et de la fiction, et vos personnages et les histoires que vous racontez vous protègent. De toute façon, à la fin des fins, on parle quand même beaucoup de soi, même dans la fiction. On fait feu de tout bois, et on utilise quand même énormément son expérience personnelle, mais là, il y avait un degré de nudité qui était quand même beaucoup plus grand. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est justement cette histoire littéraire qui vous a précédé, qui vous a aussi protégé dans cette démarche d'écriture. Et il y a quand même une vraie nouveauté qui est la manière dont vous l'avez pratiquée, où vous vous êtes inscrit dans cette histoire. C'est-à-dire en postant, avant que ça devienne recueil, avant que ça devienne livre, remanié, repensé, recomposé, en postant ces fragments sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur ce réseau-là, pour ne pas le nommer. Instagram, on sait que c'est à la fois, ou les réseaux sociaux en général, à la fois le lieu de tous les déversements, des défouloirs, des coups de colère, et en même temps, ce que vous y avez trouvé et ce que vous en faites, c'est un lieu d'expérimentation, un laboratoire aussi de l'écriture poétique. Et ça, je trouve vraiment, je ne sais pas si vous parvenez à nous le raconter, mais sur la forme, ce que ça vous a autorisé, ce que ça vous a permis ou autorisé. Je pense que dans ce geste qui consiste, depuis une solitude, à adresser des mots amoureux à une personne qui n'est pas là, les réseaux avaient cet avantage de m'apporter un public, en fait, et de me sentir moins seul avec cette affaire-là. Si le roman s'appelle À ciel ouvert, c'est aussi que ces textes, même s'ils avaient un caractère secret et clandestin, ils étaient là au su et au vu de tous, et qui se chargeaient au passage de l'attention et de l'adhésion du public. C'était une manière de dire, regarde, je t'écris ça, on t'envie. Il y avait ça aussi, depuis mon lit dans ma chambre. Le on t'envie, c'est les centaines de likes ou les dizaines de likes qui pouvaient arriver après un message posté. Oui. Je pense que j'ai replâtré mon narcissisme avec des likes, comme chacun d'entre nous, ne riez pas. Et que ça, c'était des... Oui, il y a des expériences difficiles en amour. Aimer à sens unique, c'est dur. Aimer quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est pénible aussi. Donc sans doute que ça m'a aidé à tenir et à conquérir. Et puis il y avait... ça m'a servi aussi sans doute effectivement de petits laboratoires, c'est-à-dire de lieux de collecte de ces petits textes comme dans un carnet, et puis de laboratoire au sens où on trouve des formes pour dire des choses qui seront redéployées à nouveau frais ailleurs. Et je pense même que c'est aller plus loin que ça, c'est que ça a modifié un peu ma manière d'écrire.
l'unité de base d'un roman, par exemple chez Flaubert, c'est la phrase. Flaubert, il a une obsession, c'est faire des phrases parfaites. On pourrait dire, moi, mon obsession, c'est faire des chapitres qui soient excellents ou des pages, avoir une belle page. Voilà. Moi, je pense que vraiment, l'unité de base de mes livres après ça, parce que j'avais beaucoup écrit sur Insta de cette manière condensée-là, c'est devenu le paragraphe. Et tout le livre fonctionne comme ça, avec des paragraphes qui sont comme des briques très denses et où il y aurait presque aucun déchet, en fait. Et ça risque de continuer. Ça a profondément modifié votre manière d'écrire. Il me semble, il y a d'ailleurs des paragraphes du livre, et donc des posts, dont on pourrait retrouver les cousins ou les jumeaux dans Connemara. Une grande partie de Connemara a été élaborée par petites touches dans ces posts. Et puis il y a ce duo dans Connemara entre ce couple entre Hélène et Christophe qui ressemble effectivement beaucoup aussi à ce couple que vous formez dans Le ciel ouvert avec cet inconnu. Il y a cette question de la forme qui est quand même vraiment intéressante dans ce que ça peut ouvrir aussi comme champ des possibles pour vous. Et vous en parlez comme des poèmes écrits, des presque poèmes écrits en prose de ces textes, de ces fragments. Où surgit, où jaillit pour vous la poésie? Parce que c'est évidemment pas de l'alexandrin, on n'est pas dans la pure tradition de l'écriture poétique telle qu'on l'entend. Et pardon, je suis à la maison de la poésie, donc je ne vais pas trop commenter cette forme-là, mais en même temps, il y a du Hugo avec les Contemplations, il y a Apollinaire, on sent qu'il y a aussi cette empreinte-là des poètes qui ont pu vous marquer à un moment. La poésie, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'art contemporain. La seule chose qui permette de dire si ça en est ou ça n'en est pas, c'est de le vouloir et de le déclarer. Si on dit que c'est de la poésie, ça en est, grosso modo. Et comme l'art contemporain, il suffit de le dire, voilà, pour que ça en devienne, c'est déclaratif et performatif. Alors, est-ce que vous aviez envie que ça en soit? Est-ce que vous seriez dans le langage performatif concernant ces textes? Secrètement, oui, mais je ne crois pas les avoir écrits dans cette visée-là. En tout cas, ce qu'il y aurait de poétique là-dedans, c'est que ça fonctionne selon des modèles qui sont poétiques, c'est-à-dire l'élégie, la plainte, « Oh mon Dieu, je suis seul et tu n'es pas là », le lyrisme, c'est-à-dire monter jusqu'à une puissance poétique des affects qui sont intimes. Voilà, ça à mon avis, ça. Et puis, chercher quand même des formes de... La joie aussi, ouais, qui est un mot qui revient. Rechercher une puissance d'affecté maximale, voilà. Ça pourrait marcher aussi avec des chansons, mais ces petits textes, il fallait qu'ils touchent leur cible. Et vous citez d'ailleurs aussi, vous citez Annie Lebrun. On pourrait parler de Victor Hugo, on va peut-être encore parler de Breton, hein, parce qu'effectivement, il y a une veine surréaliste aussi qui traverse ce livre. Qu'est-ce qu'il y a de ce que dit Annie Lebrun, justement, de cette puissance lyrique, de cette puissance du poétique? Qu'est-ce qui se rattache à l'écrivain qu'on avait le sentiment d'avoir identifié avant, c'est-à-dire celui du réalisme, que vous êtes un peu pour nous aussi, pardon, hein, Nicolas Mathieu? Bah oui, c'est un truc que je renie pas du tout, et je pense que chacun de ces petits textes fonctionne à sa manière comme un petit beau bloc de réel détouré dans le vif de la vie et préservé quelque part. C'est plein de petits faits vrais, de détails, même de petites choses anecdotiques. Donc le réalisme n'est... Enfin, je fais quand même pas des textes qui sont oniriques. Et ça reste quand même des manières... C'est les choses de la vie, quoi. C'est des manières de raconter nos existences à tous. La boîte de céréales qu'un enfant déchiffre le matin au petit-déj, c'est pas spécialement onirique. Voilà, on est quand même dans un certain degré de réalisme, malgré tout. Il me semble que tout ça, c'était déjà dans chacun de mes livres. Il y a des moments comme ça de description du quotidien, de sentimentalité qui est un peu échevelée. J'ai pas l'impression d'avoir tourné le dos à ce que je faisais. J'ai l'impression de m'être temporairement débarrassé d'exigences sur la fiction, sur l'action. Moi, quand j'écris un roman, j'ai très très peur d'être chiant.
Donc ça raconte une histoire, il y a une action, des personnages qui ont des désirs, qui sont mus par des buts, qui s'affrontent à des obstacles, etc. Là, vraiment, comme c'est des formes courtes, on peut s'autoriser à faire quelque chose qui soit plus de l'ordre de la chronique. Voilà. Traditionnellement, vous écrivez pour qui ? Alors, peut-être pas traditionnellement, mais idéalement pour tout le monde. C'est-à-dire que quand j'écris, j'essaie de faire en sorte que ça puisse toucher le plus grand nombre de gens possible, et avec une exigence de transparence. Alors, j'entends pas, c'est pas au sens de glasnost, mais au sens que le texte ne soit pas hermétique, pour qu'il soit ouvert à tout le monde, et que tout le monde puisse en faire son miel. Enfin, j'avais résumé ça parfois en disant j'écris des romans pour que même ma mère puisse les lire. Parce que moi, longtemps, j'ai écrit j'ai écrit pour faire le malin et me distinguer de mes parents. Et maintenant, j'écris pour que même eux puissent me lire. Pas élitiste. Vous employez pas le mot. Exigeant, mais pas hermétique, ouais. Pas hermétique ou pas élitiste ? Ça se rejoint un petit peu, à mon avis. Vous l'aimez pas, apparemment, ce mot. Élitiste ? Oui, vous ne l'aimez pas. J'aime pas l'élitisme, surtout. J'aime pas. Ça fait pas partie de mon ambition littéraire. C'est pas ça que je veux faire. Je voudrais parler de la vie de tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est pas un programme d'épicier. Hein. C'est pas l'idée de se dire si tout le monde y a accès, on va en vendre des palettes. C'est un truc davantage un rapport au monde, c'est un rapport politique à l'art aussi. Et c'est ce qui a travaillé aussi ce recueil, Le ciel ouvert. Vous l'avez évoqué dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, c'est qu'au fond, vous aviez quand même la conviction, tout en étant un peu impudique, que ces affects, ces idées, ce quotidien que vous racontez, ces situations, vous étiez simplement pas tout seul à les éprouver. Et que parfois, c'est pas si simple de les mettre en mots aussi. Et que la chance de l'écrivain ou le talent, ce que vous avez pour vous, c'est cette capacité-là, ce pouvoir de pouvoir mettre en mots ce que vous avez vécu ou ressenti. Une voix a toujours un devenir collectif, et en cela, la littérature est fatalement politique. Politique ? À votre froncement, je vois que vous êtes circonspecte. Oui, politique, mais pas politique au sens macroniste ou mélenchoniste. C'est pas ça la question. C'est de se dire, elle est politique parce qu'elle articule de l'individuel à du collectif, parce qu'elle crée un lien entre quelqu'un qui émet un texte et quelqu'un qui le reçoit. Que celui qui le reçoit, il va y projeter des choses, il va y inférer du sens. Que tout ça, ça s'organise. Et que ça devient... Je ne crois pas qu'un texte existe dans un éther épuré. Il se trouve toujours à la jonction de rapports humains. Et en cela, c'est politique. Puis c'est politique aussi parce que ça touche, ça infléchit des sensibilités, parce que en donnant des mots, on les fournit aussi à des gens qui peut-être en manquent, et que en cela on fait acte on est des marchands d'armes, on donne des leviers d'émancipation, etc. Donc moi je vois ça vraiment comme des systèmes de réseaux de complicité et des agencements de collectifs, oui. Quelle est votre définition de l'amour ? Ok. Dans ce livre, déjà, il y a plusieurs régimes amoureux. Il y a celui d'un homme et d'une femme, mais il y a aussi celui d'un père et d'un fils pour son père, etc. On pourrait dire aussi que le rapport d'éblouissement et de douleur qu'on éprouve au contact du monde, et de la mélancolie qui en sourd, ça aussi, c'est peut-être des rapports amoureux. Donc déjà, il y aurait des amours. Voilà. Mais si on revenait à la racine, qui serait à la fois une racine psy et poétique, on m'a soufflé une phrase hier ou avant-hier qui vient des fragments du discours amoureux.
L'amour, ce serait l'accroissement démentiel de la dépendance. Et il me semble bien qu'il est question de ça en amour. Oui, d'ailleurs. Dans toutes les formes d'amour que vous avez aussi décrites, je suis allée regarder dans le dictionnaire abrégé du surréalisme et j'ai vu cette définition d'André Breton et Paul Éluard qui dit que l'amour réciproque, le seul qui saurait nous occuper ici, est celui qui met en jeu l'inhabitude dans la pratique, l'imagination dans le poncif, la foi dans le doute, la perception de l'objet intérieur dans l'objet extérieur. Ça devient tricky, là. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, d'ailleurs, l'inhabitude dans la pratique. Moi, il me semble que, justement, dans un des textes que je viens de lire, il y a ça, c'est de se dire que oui, il y a des amours flamboyantes, des amours verticales, et c'est bien, hein, j'en suis. Des hautes tensions et de la recherche des recherches qui consistent à intensifier la vie. Ok. Mais il y a aussi des amours horizontales qui s'étendent dans le temps, qui sont faites d'habitudes, de rituels, de loyauté, au pluriel, quoi, de loyauté qui s'organisent comme ça. Et je ne sais plus qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. On voit 2 personnes qui ont 95 ans et qui s'aiment depuis genre 70 ans. Bravo. Et qui sait, on ne s'est jamais couché fâché. Voilà, mais ça c'est un rituel qui tient la route quand même. Et c'est de l'amour. Oui, vous parlez justement de tous ces amours inaboutis, avec cette idée aussi et notamment des premiers amours, de ce deuil par hypothèse que l'on fait. L'hypothèse de la famille qu'on aurait pu créer, l'hypothèse des voyages qu'on aurait pu faire, l'hypothèse de la vie qu'on aurait tout simplement pu avoir. Pour vous, cet amour-là, est-ce que c'est un amour qui a été consommé ou c'est un amour inabouti? C'est une histoire inaboutie, finalement. Et vous la prolongez aussi à travers cette écriture. Non, là, ça a été un amour infernal et on a exploré toute la gamme, de la clandestinité jusqu'à la légalité, du bonheur jusqu'en enfer. Enfin, voilà. Je suis allé voir loin pour nous tous. Je reviens avec des mots, méfiez-vous. Bon, donc elle est aboutie, ou en tout cas elle est terminée, cette histoire. C'est ça. Mais il y a un texte qui le dit dans le livre, et il faut chercher. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les questions personnelles? Pas de questions personnelles, je sais, pardon. J'étais de manière très... Bah allez-y, parce que là, moi, je suis perdue, en fait. Ah si, j'allais vous demander la première fois. Non, mais pardon, pas de nous raconter votre première fois, mais c'est qu'il est quand même beaucoup question aussi dans ce livre des premières amours, en fait. De ce qu'on en attend, de notre entrée en amour dans la vie. Et c'est quand même un apprentissage qui se fait aussi depuis toujours. Oui. Et que vous allez voir arriver et advenir chez votre fils, cet enfant dont il est question, et on va en reparler aussi dans ce livre. En fait, la première fois qu'on se confronte à cette altérité et à ce sentiment qu'est l'amour. Oui. C'est quelque chose de vertigineux de se dire qu'un jour, votre enfant aura le cœur brisé. C'est quelque chose qui est presque insoutenable. Alors, il ne faut pas lui transmettre comme ça. Ça, vraiment, vous ne lui dites pas maintenant, quoi. Donc, on abandonne le réalisme totalement. Oui, totalement. Okay. Là, je pense qu'on passe dans la chimère. Il faut le protéger avant si tout. Vous voulez bien, oui. Okay. De toute façon, il ira. Oui, moi, il me semble, on peut avoir des coups de foudre toute sa vie, c'est un fait. Mais il me semble quand même qu'on apprend à aimer au fur et à mesure, et non pas un progrès, mais des changements, et que qu'en se frottant à la vie, de même qu'on gagne en perfection si on s'entraîne beaucoup à jouer au tennis ou à exceller dans son métier quand on l'exerce beaucoup. Il me semble qu'en amour aussi, on peut apprendre un peu et être peut-être... c'est pas sûr. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le premier amour, ça n'arrive qu'une fois et que ça crée en vous des sillons qui vont compter pour le restant de votre vie.
une empreinte. On aime souvent pour se sentir en vie. En tout cas, à vous lire, on a ce sentiment-là aussi pour augmenter sa vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui semble vous poursuivre et nous poursuivre tous. C'est la peur d'une vie rétrécie, d'une vie diminuée. Après tout, on n'a qu'une vie. C'est aussi ce qui semble guider et votre vie et votre écriture de cette vie-là. Hein. Vivre pour s'augmenter, aimer pour s'augmenter, écrire pour s'augmenter. Alors là, on est sur des trucs totalement spinoziens, c'est-à-dire c'est accomplir sa puissance. Il y a des choses qu'on a potentiellement en soi, et une vie qui nous réduit, qui nous empêche d'aller au bout de choses qu'on aurait pu effectuer, qu'on aurait pu éprouver, qu'on aurait pu réaliser. C'est peut-être pas une vie gâchée, mais c'est une vie amoindrie, et qu'effectivement, n'en ayant qu'une, en tout cas c'est ma conviction, il faut essayer de l'accomplir au maximum. Et que les grands affects qui nous traversent, la joie, la colère, l'amour, ce sont des bons repères pour ça. Parce qu'on est à ce moment-là dans le corps intensifié. On sent bien qu'on est traversé par des choses qui nous débordent. Et que peut-être ces sensations-là dénoncent tous les autres moments de la vie où on subit. Et non seulement on subit, mais on consent à avoir des vies rognées. Voilà. Moi, longtemps, j'ai eu une existence dont je me disais qu'on essayait de m'en priver, en fait. Quand j'allais faire des boulots de merde en prenant le RER tout le matin vous avez déjà pris le tapis roulant de Châtelet à 7h du mat'. Là, vous vous dites, putain, c'est ça ma vie et je vais faire ça pendant combien d'années donc, alors là, on rejoint Annie Ernaux, c'est-à-dire que non, pas Annie Ernaux, Annie Lebrun, c'est-à-dire que les puissances affectives qui nous traversent sont des leviers d'insurrection lyrique. C'est-à-dire que ça nous cabre contre ça. Et ça nous enjoint à résister et voire à changer nos modes d'existence. Vous avez dit puissance et ça m'a fait penser à virilité, qui me fait là encore penser à masculinité et se pose... Pardon, c'est le mot que vous n'aimez pas ? Non, je me demande où on va. On va qu'en fait vous questionnez aussi la figure du père, vous questionnez la figure du fils et votre propre figure du père. Et c'est intéressant parce que c'est aussi la question de l'autorité. Et finalement, ce livre pose aussi cette question, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Mais je vous propose de rejoindre votre pupitre et qu'on en reparle juste après. Je vais travailler la question puisque vous me demandez où on va. Moi, je sais assez clairement. Deuxième session de lecture. Ce qu'il faudrait dire aux enfants, pour commencer, c'est que l'amour est un jeu de patience. Là-dessus, il se raconte trop d'histoires et presque tout le monde ment. Les films, bien sûr, et les romans, encore pire, avec leur couverture blanche, leur mine nette, tous ces pronoms personnels lourds de sens. Moi, je ne crois plus à leurs légendes dorées, la foudre et la vitesse, l'aiguille toujours dans le rouge, le cœur à 100 à l'heure, la vie pied au plancher. Je ne crois plus aux sensations fortes, à l'ivresse du début, mal au ventre et les mains moites. Tout cela, c'est le folklore, du dépaysement facile, du tourisme en somme. Ce qu'il y a en vérité, c'est l'étirement des jours. Des brosses à dents côte à côte, une pantoufle sous un lit, du courrier en retard, une liste de courses sur un frigo, des cartables ouverts, le plombier qui nous matraque, ton père qui ne répond plus au téléphone et dans le noir, tard le soir. Deux voix qui se réchauffent, on les entend à peine, qui se disent des choses simples, sans relief. Il n'y a plus de pain pour le petit-déj, je vais chez l'ostéo demain. Approche-toi, j'ai froid aux pieds, viens contre moi. Il faut rendre la mort impossible et devenir très vieux, très lentement. Regarder le passage du temps à l'angle de tes yeux, compter les dents de lait, les cicatrices au menton, se dire tout bas, tu sais, j'ai peur quand tu n'es pas là, mais justement, je suis là.
Les TER. On voit parfois le samedi soir monter dans un TER une jeune fille juchée sur des hauts talons. Elle porte une robe, des paillettes sur les joues et ses paupières ont déjà les couleurs de la nuit. Parfois, elles sont plusieurs, des gamines de la Cambrousse qui attendent des trains dans des gares qui existent à peine, qui mâchent leur chewing-gum en piaffant, parlent haut, leurs écouteurs dans les oreilles, une veste en jean, un décolleté ou les bras nus, les yeux rivés à des téléphones où elles pianotent sans cesse des messages qui n'ont pas de fin. Elles ont 16 ans, peut-être 18. Elles vont dans la ville voisine, la grande, qu'il est si peu. Vivre des choses, faire la fête, prendre le pouls du monde qu'il aurait promis. Pleines de désir et de dégoût, pour l'avenir, les garçons, l'alcool, et cette musique sur laquelle elles danseront tout à l'heure, les bras levés et les yeux clos. Leur bouche est rouge, pleine d'injures et de délicatesse. On les voit venir avec leurs sacs à main minuscules et leurs projets californiens qui trouveront là-bas un quelconque papagayo où s'échouer. Les garçons du même âge ne prennent pas le train, eux. Ils restent près des abribus, de la mairie, de la MJC, avec leurs scouts et leur moitié de moustache, brutaux et tapageurs comme les gosses qu'ils sont encore. Mais les filles, on les voit parfois le samedi soir, en grand apparat, superbes et infatigables, qui vont chercher leur dû dans les rues pavées, les boîtes, les bars, leur appétit de néon et de bruit, leurs cils qui découpent le soir, et leurs jambes qui sont des ordres dans le froid clair de minuit. Elles ne sont plus alors ni des numéros, ni l'enfant de quiconque. Elles sont en marche, pareilles à la fouille, pareilles à la foule, à la mer, pareilles à la guerre. Il suffit de regarder la fièvre qui les bande comme des arcs dans la lenteur des trains qui traversent la campagne. Elles ont des éclats de rire qui dérangent les voisins. Elles ont des parfums qui ouvrent la voie. Elles ont rendez-vous avec une vie qui leur doit tout. Un père. Tu fus si fort et nous nous sommes tant battus. 15 ans de disputes, parce que la politique, le shit, ton autorité sans explication, ton héritage de claques et de mots ravalés, parce que père et fils, et qu'on ne savait rien faire d'autre. Il y aurait de la matière pour 20 ans de thérapie. Toi, qui n'as jamais vraiment cru à la parole, et qui, si on te parlait d'inconscient, hausserait les épaules. Tu viens d'un monde presque englouti, où les hommes avaient des devoirs simples et des exigences impératives. Ils remplissaient le frigo, vous foutaient un toit sur la tête, des vêtements sur le cul, et pour le reste, ils n'attendaient que d'être obéis. Ils furent longtemps incontestés dans leur bêtise, leur brutalité affectueuse, leur amour distant, leur colère qui ruinait un dimanche, un réveillon ou les vacances. Ces hommes-là s'achèvent. Et tu n'es plus ce Dieu de l'Ancien Testament, terrible et tout-puissant. Je te regarde, hagard, qui hésite, ne sachant plus rien du jour, de l'heure, de tes symptômes ou de l'état de tes artères. En chaussons dans un couloir d'hôpital, tu cherches une porte. Tu dis oui à tout, de crainte d'être démasqué dans tes oublis. Tu souris, voilà ce qu'il te reste. Enfin doux, parce que faible. Et ce soir, tu me demandes où est maman. Tu as tout perdu de vos déchirements, tu ne sais plus rien de ces années judiciaires, de la brouille pleine de calculs et d'ergotage qui vous a transformé en adversaire. Tu es perdu et tu l'attends. Je dois alors reprendre l'histoire du début. Et personne ne peut imaginer ce que c'est, se découvrir soudain seul, soudain vieux, soudain célibataire, avoir le remords de fautes dont on n'a pas le souvenir, deviner tout un empire d'ombre où la vie patiemment battue s'est défaite comme à votre insu. Se réveiller dans ce cauchemar, regarder ses mains, l'impuissance dedans, les murs blancs et être devenu si fragile, si peu de choses, qu'on dit à son fils des mots encore impossibles hier. Puis retourner à la nuit, au mystère de ce présent qui semble découler du vide
et ne plus répondre à aucune loi. Ce présent pur, où je prends ta main, comme tu tenais la mienne, quand tu étais le père et moi l'enfant. Comme un pont. Depuis l'enfance, c'est une longue leçon de choses. Il faut connaître sa table de neuf, le conditionnel et le futur antérieur, des fables de La Fontaine et les capitales qu'on ne verra jamais. Montevideo, Oulan-Bator, Le Cap ou Canberra. Dans la cour de l'école, un grand marronnier fait de l'ombre, les genoux au mercurochrome, les billes dans un trou. Bientôt il y aura les filles, demain le baccalauréat, et c'est déjà fini. Jusque-là, tout est allé très vite, et il a fallu gober chaque mensonge. On a grandi bêtement, sans savoir, jamais sommeil, et mourir n'était qu'un verbe du 3e groupe. Mais les événements se précipitent, et c'est déjà l'heure de la grande course aux premières places. On a des nuits blanches et des gueules de bois. Une petite brune avec des yeux jaunes vous donne la main dans une gare de sous-préfecture. On note des dates sur des fiches Bristol, et les manuels d'économie sentent bon le stabilo. Regarde, c'était hier, et dans le rétro, il n'y a déjà plus rien. Le paysage est devenu flou, comme à travers la fenêtre d'un train. Tu te réveilles, et un enfant dort dans la chambre à côté. Tes yeux sont lourds, le temps a passé, et le par-cœur ne sert plus à rien. Il n'y aura plus d'examen blanc, plus de galop d'essai. Tu es rentré dans le dur. Les rides, les cicatrices, et ton crâne bientôt lisse. Tu dois tenir au boulot, faire lire les enfants, aller voir tes parents, demain c'est Noël, les magasins brillent, il faut passer chez Monop, le petit a encore chopé une laryngite et l'aîné est fier de ses seins qui poussent. Les jours ont désormais la densité du plomb et chaque heure est la poursuite du même effort. Tu as compris maintenant ce qu'on ne dit jamais. La fatigue, le mort aux dents, cette formidable course d'endurance qui ira jusqu'au bout. Tu sais le fin mot de l'histoire. Cette vie n'était pas la tienne. Elle t'aura juste emprunté, comme un pont, une paire de chaussures. Elle te sera passée au travers en ne laissant qu'un chapelet de souvenirs vagues. C'est ta gloire et le piètre emploi de ta force. Réjouis-toi. Cette dépense est le seul sens ici-bas. Baby boomer macho. Cet homme qui fut un colosse, mon Dieu, beau mec, rieur, a disparu. C'est moi, l'homme à présent. J'ai eu de la chance. J'échappe désormais à la quasi-totalité des obligations qui pèseront sur mon père. Je n'ai plus guère de chef, pas de problème de fric. Je suis maître de mon agenda, de l'heure de mon réveil, et mon sommeil m'appartient. Mais je demeure comptable de ces sacrifices. Quelle est cette dette dont vous vous sentez comptable aujourd'hui encore, Nicolas Mathieu ? Mes parents, ils ont eu quand même une vie de salariés moyens. Ils ont beaucoup subi. Toute mon enfance, je les ai entendus à table se plaindre de leur travail et de leur chef, et gratter pour s'acheter une voiture, s'autoriser des vacances, etc. Et moi, j'étais fils unique, j'étais aimé comme le soleil, et on m'a donné des possibilités de faire à peu près ce que je voulais. J'en ai profité, j'ai été très ingrat, souvent méprisant, j'ai pris des distances, et ça a marché. C'est-à-dire que je me suis arraché à mon milieu, que maintenant j'ai une vie privilégiée, que j'aurais pas eu si... je crois, sans un certain nombre de sacrifices qu'ils ont accomplis, et qu'il en reste un sentiment de dette et sans doute une certaine culpabilité. Mais quand vous dites dette, il y a aussi cette idée quand même du dette morale.
Et c'est intéressant dans ce que vous transmettrez peut-être aussi à votre fils aujourd'hui. On pense à ce poème tellement vu, entendu et rabâché de Kipling, mais il y a quand même quelque chose de ça, le « tu seras un homme, mon fils ». Vous lui transmettrez quoi ? Cette idée qu'avaient peut-être vos parents, qu'avait votre père, qu'on comprend dans ce passage que vous avez lu, moi que je trouve extrêmement fort. Et quel que soit finalement le milieu dont on vient, vous mettez des mots, je trouve, sur cette relation, ou en tout cas sur cette condition d'être père, pour la génération d'avant. Hein. Quand vous dites « tu viens d'un monde presque englouti » où les hommes avaient des devoirs, c'était une relation de devoir qu'on avait beaucoup avec nos enfants à l'époque, hein. Et des exigences impératives, cette idée d'une brutalité affectueuse, d'un amour distant. C'est-à-dire qu'en fait, ces pères, votre père, ils étaient là, et leur manière de dire « je t'aime », c'était d'être là et d'être responsable, et de faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose quand même dans l'assiette le soir, que vous ayez, comme vous le dites, ce toit au-dessus de la tête, et une chaise à mettre sous votre fesse, sous vos fesses. Du coup, pour votre fils, sur cette question de la dette morale peut-être, ou des principes moraux, de ces valeurs-là, qu'est-ce que vous lui transmettrez ? Putain, j'en sais vraiment rien. Qu'est-ce que vous voulez en garder de tout ça ? Que ça ne s'éteigne pas avec votre père et après vous ? Je reformule, c'est quoi ? Je sais pas, non, mais parce que je sais pas si je sais pas très bien ce que je veux lui transmettre. Comme n'importe quel parent, j'ai envie qu'il soit le plus libre et le plus heureux possible, et un peu protégé malgré tout. Je pourrais dire ce que moi je tiens de mon père. C'est peut-être le sentiment qu'il faut tenir le choc, qu'il faut faire ce qu'on doit. Moi, vraiment, quand je suis devenu père, j'ai eu le sentiment, mais physique, qu'il y a une époque qui cessait, c'était celle où on fait ce qu'on peut, et qu'il y en a une autre qui commençait, qui était celle où on fait ce qu'on doit. Et on l'éprouve. Quand on est tout au début, le bas âge, quel enfer. Vous allez tout au bout de votre fatigue, vous ne pouvez plus, et il faut encore. Tenir ce cap-là, se dire, bon, j'en peux plus. Et ce week-end, en plus, il va falloir aller à Monkey Park. Voilà, peut-être que ça, c'est une leçon de ténacité et de responsabilité qui est passée de moi à mon père. Quant à moi, ce que je vais transmettre à mon fils, enfin, j'ai pas de plan comme ça. C'est lui qui le dira à son psy dans 20 ans. Vous voyez un psy ? Moi ? Oui. Pas vous ? Je sais pas. Bah si, je sais. Je peux vous en recommander. Je vous le dirai pas. Voilà, je suis encore perdue. Heureusement que j'écris des questions. On en était où ? On en était à la dette de sang, non ? C'est ça ? Oui. Ouais, à ce qui se transmet. Ok. Donc, comment être père ? Vous avez pas trouvé la réponse, mais personne ne l'a en réalité. J'espère, parce que si je suis le seul à pas l'avoir, c'est quand même un énorme complexe. Pourquoi vous avez levé les yeux au ciel tout à l'heure quand j'ai dit masculinité ? Ou c'était au moment de virilité ? J'ai cru que vous alliez... Non, rien, d'ailleurs. Non ? Suivez. Non ? Pourquoi vous avez levé... Alors, dites-moi. Je me suis dit, aïe, on va aller sur mon regard, tout ça, je vais avoir des problèmes. Votre regard ? Regard de l'homme sur la femme, etc. Ah oui ? Et alors ? J'étais inquiet. Vous avez des choses à vous reprocher ? Dans tous mes bouquins, je fais l'effort de faire des romans coraux, justement pour que les points de vue alternent et que ça construise des mondes où la vision du narrateur varie. Connemara, c'est le livre où j'ai essayé d'aller plus loin là-dedans. Là, je vois bien quand même que c'est un point de vue assez univoque, masculin, et qui coïncide quand même assez avec le mien. Est-ce que vous les faites relire, vos livres, par des... Comment on dit ? Sensibility writer ? Mon Dieu, quel piège. Reader ? Alors, je vais répondre d'un mot. Plutôt crevé. Ça me paraît clair. Ce qui est assez intéressant aussi avec vous, Nicolas Mathieu, c'est à la fois ce profil, ce côté gendre idéal,
Et en même non, temps... alors ça, il faut vraiment qu'on revienne là 2 secondes, parce que... Mais alors, ça me stresse et ça m'angoisse à un degré, ces histoires. De gendre idéal ? Mais oui, parce que... Mais tellement pas. Et quand les gens vont s'en rendre compte, ils vont être déçus. Et moi, j'ai jamais vendu ça. C'est un leurre. Je suis... Et je l'entretiens pas. C'est pas parce que je porte des pulls à col rond que je suis gentil. Et des lunettes. Bon, donc je ne vous présenterai pas à ma mère ce soir. Au moins c'est clair, ni à mon père Non, mais je d'ailleurs. suis bien élevé, mais il faut pas idéaliser, quoi. Je suis comme tout le monde, Bon, enfin, fort vous avez imparfait. on est dans les apparences. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a effectivement totalement au fond. Mais il y a ce côté gendre idéal et en même temps ce côté extrêmement bagarreur. Pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de vous engouffrer à chaque fois dans toutes les polémiques du moment et surtout les polémiques littéraires ? Alors, pas toutes. Pourquoi il faut toujours donner votre avis, qui est souvent très intéressant, hein, je ne dis pas le contraire, mais... On dirait ma mère, mais pourquoi? Où vas-tu donc te fourrer? Ben, en fait, la même manière que quand j'aime très fort et que j'éprouve ou la joie, c'est-à-dire j'ai un métabolisme qui fait que j'ai une sensibilité qui fait que je ressens les choses très très fort. Je me mets aussi en colère très facilement. Et quand les choses m'irritent, j'ai peu de réserve d'indifférence. Les choses m'affectent profondément et je me mets en rogne facilement. Et de la même manière que le sentiment amoureux exige d'être formulé dans des textes, mes colères m'imposent aussi d'être formulées parfois. Et je me fous dans des situations pénibles. Mais il y a beaucoup de choses qui vous mettent en colère aujourd'hui. Beaucoup d'autres choses, j'imagine encore. Oh bah oui, moi je suis quand même très irrité tout le temps. Ça me semble d'être un rapport sain à la réalité, ça quand même de pas être Indifférent. réconcilié. Moi c'était vraiment, quand j'ai eu le concours, c'était une de mes craintes au début. Je me suis dit, ça y est, t'es à l'abri, tu vas t'embourgeoiser, ça s'est produit en partie, et tu vas te réconcilier avec le monde. Et non, je reste quand même assez à vif et en colère, et voilà. Et là, aujourd'hui, vendredi 16, lendemain de Saint-Valentin, ou surlendemain de Saint-Valentin, aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qui vous hérisse le poil? Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous met profondément en colère? Je ne parle pas de ces petites colères, ces écumes qui bouillonnent et qu'on poste rapidement sur les réseaux. Ne me dites pas l'injustice du monde. Hein. On n'est pas Miss France, là, ça va aller. Comment en fait, quand même, moi, depuis 2014-2015, j'ai le sentiment qu'on va tout droit vers un gouffre politique. Voilà. Je pense qu'on y va tout droit, on est sur la pente, là. Et tout conspire à nous mener là. Et on le voit venir depuis très très loin. J'avais écrit un article pour un journal en 2015, je crois, au moment des régionales, je ne sais plus quand c'était. Je disais, on a l'impression d'être dans l'accident, dans les choses de la vie. Ça se passe au ralenti, on voit que ça va très mal se finir et il ne se passe rien. Et notre incapacité à prendre des mesures pour empêcher ça, et puis maintenant même, je pense, un certain degré d'acceptation du pire, c'est même plus de la colère, c'est de l'affliction, quoi. On se dit, putain, mais c'est pas possible, quoi, tout ça pour ça. Et en même temps, vous ouvrez le livre avec, presque, la littérature ne peut rien. Cette idée du pouvoir de la littérature ou de la responsabilité des écrivains, vous bottez en touche sans réellement... Non, mais c'est plein de questions différentes, là. Parce que en fait, quand on est sur cette pente raide, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous, à votre échelle, vous vous sentez en mesure de faire? Déjà, je ne pense pas que ce soit mon job principalement, non, moi, en tant tout. qu'écrivain. Mais je crois que les écrivains et les écrivaines peuvent exercer des fonctions critiques et à certains endroits produire des rapports de force plus vertueux. Et en décrivant les choses,
franchement, la question de l'extrême droite dans la France d'où je viens, elle est dans tous mes romans. Elle est là, et depuis longtemps, je me dis, on est assis sur un baril de poudre, on a le feu dans nos soutes, ça va sortir, quoi. Et voilà, je ne pensais pas inverser forcément la tendance à moi tout seul, mais j'ai comme un grand sentiment d'impuissance, oui, et de fatalité. Moi, je crois que les livres ouvrent le débat aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un pouvoir ou pas de la littérature, mais je pense que ça donne quand même peut-être une marge de manœuvre. En tout cas, il se passe quelque chose dans la littérature, dans les livres aujourd'hui. Ce sont des espaces de débat, et il y en a de moins en moins. Je ne crois pas qu'ils soient sur les réseaux, mais peut-être que j'ai tort. Non, vous avez raison. Alors là, c'est pas moi qui vais vous faire l'apologie des réseaux sociaux. J'y passe assez de temps pour savoir que c'est un égout à ciel ouvert. En tout cas, la littérature et la fiction en général, ça ne se confond pas exactement, mais ce sont des endroits où on est amené à s'identifier à d'autres intérêts, d'autres points de vue que les nôtres. Et les réseaux sociaux et la communication, c'est exactement l'inverse. C'est « je suis ce que je suis et je vous emmerde ». Et je vais être encore plus ce que je suis qu'avant. La littérature, elle nous invite à aller voir vers ce qui nous est étranger et même à adopter parfois le point de vue de l'adversaire. Et ça crée de la complexité, de la nuance et possiblement de l'intelligence. Je voudrais qu'on termine avec un mot du métier d'écrivain, parce que c'est aussi ce que raconte ce livre, en fait, ce qu'est le quotidien, loin de la figure un peu iconique, sacrée de l'écrivain avec son verre de whisky et torturé par l'écriture de son livre. Vous racontez quand même ce qu'est le quotidien d'un écrivain, et notamment après la parution d'un livre. Les hôtels, les tournées, les libraires, tous ces moments qui sont quand même empreints, et vous avez employé le mot au début de cette discussion, de solitude. Est-ce que cette solitude-là, que vous avez ressentie quand vous aviez 18-20 ans, en étant peut-être un peu différent des autres, est-ce qu'elle continue à vous suivre et à vous habiter ? C'est quand même une solitude qui est beaucoup moins douloureuse, je trouve, parce que à 18-20 ans, j'étais vraiment... j'avais le sentiment qu'il n'y avait aucune place pour moi dans le monde social, et puis dans le cœur des filles, et puis ça fitait nulle part, quoi. Et ça, c'est un sentiment d'exclusion, ou en tout cas de sentiment d'être inapproprié au monde dans lequel on vit, qui ne s'est pas totalement résolu, mais quand même qui... je trouve que j'ai reçu quand même beaucoup de faveurs et d'amour depuis. Ce qui reste, c'est l'isolement du travail d'écrivain. C'est vrai qu'on passe quand même... moi, je passe beaucoup de temps tout seul, que quand on va de ville en ville, dans des trains, des aéroports, des chambres d'hôtel, etc., c'est des moments de profonde mélancolie. Et... je ne vois pas très bien comment ça pourrait se résoudre, parce que c'est la chanson de Souchon, allô maman Bobo, je suis mal à la campagne, je suis mal en ville. C'est-à-dire que moi je suis aussi mal en famille que tout seul dans mon hôtel. Donc comment on fait, quoi? Je ne sais pas. Alors on se crée une chambre à soi, non? Alors oui, sans doute le compagnonnage des livres et les amitiés peuvent... les amours, peuvent en partie... Non, les amours, on oublie, là. C'est fini. On a vidé le sujet. On a bien cramé. Hein. Ouais, voilà, je ne sais pas trop. Merci beaucoup, Nicolas Mathieu. Merci. C'est joli de terminer sur un « je ne sais pas trop ». Merci beaucoup. Merci, Michel.